Bonjour à tous. L'idée donc de ce flash meeting pour aujourd'hui, ça sera de parler de la containerisation, donc tout ce qui sera container, microservices, Docker, Kubernetes, un petit peu tout cet écosystème. Là, on a 30 minutes, donc on n'aura pas le temps d'aller trop loin dans toute la notion plus globale autour de l'approche DevOps, des pratiques DevOps. Donc là, on va faire un focus sur la partie containerisation. L'idée, c'est une introduction rapide, contexte de ces WebEx, de ces flash meetings. On parle de la containerisation, donc là, ce sera les slides. Ensuite, on passe à la démo et un échange de questions-réponses sur la fin. Donc, l'introduction, pour rappel, ces flash meetings rentrent dans l'idée de mettre en place un groupe d'utilisateurs français pour la communauté des utilisateurs Nutanix. Le point de ralliement, si je puis dire, se trouve sur LinkedIn. On a créé ce groupe utilisateur France sur LinkedIn. Le lien est le suivant. Si jamais vous n'êtes pas encore membre de ce groupe, n'hésitez pas à le rejoindre. Et dans ce contexte des utilisateurs français, on a mis en place cette approche flash meeting. Donc c'est des cours présentation, des cours de présentation de 30 minutes. On essaye de maintenir un rythme de 1 par semaine. Et l'idée est de faire un focus sur une fonctionnalité, une annonce, un point particulier autour de la plateforme Nutanix que vous avez chez vous. Donc typiquement des bonnes pratiques, des fonctionnalités, etc. Comme aujourd'hui par exemple, l'approche containerisation et comment c'est implémenté au sein de la plateforme Nutanix. Donc la containerisation. Aujourd'hui, ça va faire bien 3 ans que tout ça a démarré. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est assez incontournable. On en entend beaucoup parler. Alors, on en entend beaucoup parler. Après, est-ce qu'on a commencé à s'y intéresser ou pas? C'est un vaste sujet qui est né plus dans l'approche du développement. Donc, on parle de containerisation. On met ça en parallèle avec des machines virtuelles. Donc, on parle, alors il y a souvent, on fait l'amalgame en disant c'est la fin des machines virtuelles et c'est la naissance du nouveau format des containers. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas du tout. On va avoir vraiment 2 écosystèmes. Chacun a des avantages, des inconvénients. La machine virtuelle traditionnelle monolithique embarque son operating system. C'est un contexte sécurisé, isolé, dans lequel on démarre un système d'exploitation. L'approche des containers, elle, est différente puisqu'on va avoir un host qui va servir de base, qui contiendra les principales fonctionnalités, l'operating system, etc. Et ensuite, on va démarrer au sein de ce host unique un certain nombre de containers. Donc ces containers sont beaucoup plus légers puisqu'ils n'embarquent pas un operating system complet. Donc ils vont pouvoir démarrer plus rapidement, plus facilement, de façon plus prédictible, et seront souvent associés à toute une logique d'automatisation pour arriver à un état donné. De la même façon, la machine virtuelle fait tourner tout un écosystème d'applications à l'intérieur. On fait démarrer plusieurs services, plusieurs applications sur un seul serveur, une seule machine virtuelle. Au sein d'un container, on ne fera tourner qu'un seul service. Typiquement, on démarre des frontaux web, on ne fera tourner que le démon web Apache ou encore Nginx, etc. On ne fera tourner qu'un seul service. On ne fera pas tourner une suite de services au sein d'un seul container. Ce qui nous amène un peu dans l'approche dite microservices, puisque l'objectif à terme pour une application donnée, ça va être de la découper en unités fonctionnelles. Donc typiquement pour une application, l'exemple typique c'est un site commerçant, un e-commerce, dans lequel on va avoir une partie frontale, une gestion du catalogue d'objets, d'items que l'on présente aux utilisateurs, une gestion du panier, une gestion des achats, une gestion des comptes utilisateurs. Donc tous ces morceaux qui forment une application complète seront découpés en unités fonctionnelles logicielles et qui seront supportés par un certain nombre de containers. Ce découpage amène toute la notion d'agilité et de flexibilité pour faire évoluer des modules sans avoir à impacter tous les modules ou en tout cas toute l'application. Donc ça, c'est vraiment les bénéfices de la containerisation, c'est d'arriver à cette nouvelle approche
dite microservices, dans laquelle on automatise tout, on découpe l'application, ce qui est finalement une dérive un peu de l'approche historique SOA, mais en beaucoup plus simple et beaucoup plus modulaire. Donc, les containers, on en a surtout entendu parler à travers Docker. Docker qui est aujourd'hui une entreprise, qui était un projet open source historique et qui maintenant est devenu Docker Inc., qui est l'entreprise, on va dire, commerciale qui supporte la solution, les différentes branches du produit et tout un écosystème autour de Docker historique, hein, de l'engine, puisque finalement c'est un moteur. On installe Docker sur un serveur, le fameux host, sur lequel on va pouvoir démarrer les containers. C'est l'engine Docker qui va pouvoir démarrer ces containers au sein de ce qu'on appelle le Docker host, dans le vocabulaire de Docker. Donc, Docker a démocratisé cette approche container. Ce n'est pas le seul engine disponible sur le marché aujourd'hui, c'est celui qui est le plus connu, mais ce n'est pas le seul. On a aussi Rocket, un autre moteur de containerisation. On a aussi Mesos avec la partie orchestration et aussi un moteur, des COS. Donc on a différentes distributions qui permettent de démarrer des containers. Donc Docker n'est pas égal à container en fait. Docker c'est un engine qui permet de créer et démarrer des containers. Et donc effectivement, on en entend beaucoup parler. De plus en plus, on verra arriver des applications. Ça peut être chez des éditeurs. Vous pouvez avoir un éditeur pour une de vos applications métiers ou le renouvellement d'une application chez vous. Et l'éditeur vous dit, on est en train de transporter notre application en mode container. Pour eux, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple à déployer, à maintenir dans le temps pour pouvoir réaliser des mises à jour, etc. Et donc, à un rythme que chaque éditeur suivra, on risque de voir arriver du jour au lendemain chez vous des demandes du style on a besoin d'un Docker host pour faire tourner nos containers. Donc là, c'est aujourd'hui la problématique, une des grandes problématiques à laquelle vous allez devoir faire face. Soit vous en avez entendu parler de ces containers et vous savez à peu près comment vous allez pouvoir vous organiser, soit c'est la première fois qu'à travers l'éditeur que vous allez en entendre parler. C'est là que les complications arrivent parce que ces containers ont amené cette simplicité, on va dire, d'utilisation, de portabilité, de packaging des applications, sauf que on a laissé de côté un petit peu au départ toute l'approche production dans l'entreprise et la façon dont on allait pouvoir construire une infrastructure dite de production sur laquelle vous allez pouvoir faire tourner vos containers le plus sereinement possible, sans se dire que c'est mal supervisé, mal managé, mal opéré, ou en tout cas on ne sait pas comment faire, et donc finalement on va lancer cette nouvelle application chez vous, et puis on ne sait pas trop comment ça va s'opérer, comment ça se sauvegarde, etc. Donc Nutanix a depuis maintenant un certain temps, l'année dernière on avait même organisé un DevOps Tour pour justement un petit peu évangéliser cette partie-là. Donc aujourd'hui nous allons voir comment effectivement Nutanix se positionne pour vous aider à simplifier cette adoption des containers au sein de votre plateforme que vous avez actuellement en production. Donc notre objectif, c'est de pouvoir faire cohabiter au sein de cette plateforme Enterprise Cloud, puisque la plateforme Nutanix est une plateforme complète. Au sein de cette plateforme, comment vous allez pouvoir démarrer des containers et avoir ces containers en mode production, tout en faisant cohabiter ces containers avec votre infrastructure aujourd'hui déjà en production avec des machines virtuelles traditionnelles. L'idée, c'est de faire tourner dans le même socle, de ne pas avoir à construire un silo à part, de pouvoir faire tourner dans votre socle aujourd'hui en production vos machines, vos VM en ce moment, et de pouvoir démarrer des containers à côté sans avoir à tout repenser. Donc la première chose que l'on va voir, c'est qu'effectivement, un Docker host, ce fameux serveur sur lequel vous allez pouvoir démarrer X containers, il est unitaire. Donc la première chose, c'est qu'il va falloir, on va voir par la suite, comment on va mettre en place la notion de cluster, de redondance, de portabilité de ces containers, de comment ça fonctionne pour effectivement rentrer dans une approche de management traditionnel, de patch management des serveurs, d'évolution des serveurs, comment dans le monde des containers ça fonctionne. Ça c'est un premier point. Et le deuxième point,
concerne en fait la notion de stockage, la gestion du stockage au sein des containers. Donc ça, c'est un sujet important, puisque les containers, historiquement, sont plutôt apparus dans une approche dite stateless. Donc ils se construisent à la volée. Là, on n'est plus dans... On parle dans cette approche container d'animaux de compagnie et de troupeaux d'élevage. Puisqu'en fait, les animaux de compagnie, c'est un peu nos machines virtuelles. C'est les machines auxquelles on fait attention, on leur donne des noms, euh, elles ont des configurations particulières. Donc, c'est des machines qui deviennent des éléments à part entière, des serveurs à part entière. Dans l'approche container, on est plus en troupeau d'élevage, on peut dire ça comme ça, où en fait tout est automatisé, tout est construit à la volée et on va avoir moins besoin de persistance du stockage puisque si jamais il y a un souci, on va même pas avoir besoin de haute disponibilité puisque en cas de problème sur un des composants, on le casse et on le reconstruit. Ça, c'est vraiment l'approche historique des containers. Sauf qu'aujourd'hui, on va avoir quand même, en fonction de ce qu'on va faire tourner dans un container, le besoin de persistance. Donc là, on n'est plus en stateless, on va passer en mode plutôt stateful, où il va y avoir besoin d'avoir de la persistance à certains endroits, notamment du côté du stockage. Et donc, chaque éditeur fournit un driver qui va permettre d'utiliser le stockage de la plateforme sous-jacente, de l'infrastructure matérielle, pour fournir cette couche de stockage persistant au sein des containers. Pour Nutanix, on appelle le driver en fait le DVP, le Docker Volume Driver. Il est disponible, je vous le montrerai après, il est disponible dans le store de Docker. Donc c'est un plugin pour le stockage qui est officiel, qui est supporté par Docker et qui est donc disponible sur le store en mode certifié par Docker pour avoir accès à ce driver. Ça vous amène la possibilité de présenter du stockage comme vous le faites aujourd'hui pour une machine virtuelle. Vous créez un volume de stockage que vous présentez à une machine virtuelle. Ce driver vous permet de créer un volume de stockage que vous allez pouvoir présenter à un container. Et ce volume pourra être présenté à tous les containers dont vous pourrez avoir besoin. Donc ça, c'est notre approche pour vous amener de la persistance au niveau du stockage pour vos containers. Donc en fait, on voit l'accès en fait à la couche Storage Services pour les containers à travers un plugin que l'on met à disposition et que vous allez pouvoir installer qui, nous, est entièrement automatisé pour simplifier le déploiement. Donc ça, c'est l'accès sur le store. Je vous le montrerai dans la démo en allant directement sur le site du store de Docker pour vous montrer où est-ce qu'il est disponible sur le store. On met à disposition aussi un document de best practice. Celui-là est orienté en fait pour Acropolis Hypervisor. Ça vous permet de voir un petit peu les bonnes pratiques que l'on a formalisées pour déployer effectivement des containers Docker sur Acropolis Hypervisor. Donc là, on est vraiment on est dans quelque chose d'assez simple puisqu'on est vraiment centré autour de l'engine Docker uniquement, sans couche d'orchestration particulière. On va y venir par la suite. Là, on est juste, effectivement, vous souhaitez pouvoir démarrer un Docker host tout simple et pouvoir démarrer des containers dessus et fournir du stockage persistant. Là, on est dans un cas d'usage simple, basique. Maintenant, on va voir les deux offres plus complètes. Donc aujourd'hui, il y a deux branches, on va dire, deux solutions, plus dites enterprise, dites vraiment pour l'entreprise. Puisque là, on va passer sur un orchestrateur, en fait, une solution qui va nous permettre de manager nos containers et de pouvoir automatiser du provisioning, construire des choses un peu plus complexes, amener de la redondance, amener en fait toutes les couches qui manquent à l'unité logique du Docker host. Donc, c'est venir construire un cluster de Docker host et amener finalement un portail de management pour manager un petit peu tout cet écosystème. Donc aujourd'hui, on entend parler de deux solutions principalement, enfin une principalement, et la deuxième qui est celle-là qui est portée par Docker, qui s'appelle Docker Enterprise Edition, Docker EE. Donc il y a deux choses. Il y a Docker Enterprise Edition qui est la version avec support, donc la version commerciale de l'engine Docker. On a Docker CE
qui est la version communautaire, hein, qui n'a pas de support, mais qui a un support communautaire traditionnel. Et on a une solution complète qui est la Docker Enterprise Edition, qui s'appelait avant Docker Data Center, et qui en fait contient tous les services nécessaires pour mettre en place de la haute disponibilité, un portail de type self-service, hein, de consommation pour pouvoir consommer facilement, de gestion de vos images de containers, hein, de vos images, de gestion un petit peu centralisée, un peu comme le fait Prism pour toute la plateforme. Là, c'est pour gérer spécifiquement des containers. Donc ça, c'est l'approche de Docker. La deuxième qui aujourd'hui fait beaucoup parler d'elle, c'est Kubernetes. Donc Kubernetes, c'est un projet en fait qui est porté par Google. C'est Google qui l'a mis à disposition en mode communautaire. Donc c'est un produit qui est gratuit, que vous pouvez télécharger et installer librement. Sauf que Kubernetes, c'est très complexe à déployer. Hein, c'est quelque chose de très complet, de très puissant, mais un petit peu, on va dire, à l'inverse de l'approche Nutanix, c'est quelque chose qui est très compliqué à manager, très compliqué à déployer et très compliqué à maintenir, à mettre à jour, etc. Beaucoup de versions, beaucoup de possibilités, en fait, hein, on peut le déployer un peu dans tous les modes. Donc, qu'est-ce que Nutanix va en fait essayer de réaliser autour de Kubernetes? Ben, c'est de vous simplifier en fait le déploiement de toute la couche Kubernetes dans votre infrastructure. Donc là, vous avez deux choix. Soit vous déployez uniquement des Docker hosts manuellement, vous déployez une machine, vous installez l'engine Docker. On a la possibilité, à travers la fonctionnalité Calm que l'on a annoncée et qui est disponible donc depuis la version 5.5 sortie la semaine dernière d'Acropolis Operating System, hein, du logiciel Nutanix. On va vous amener la possibilité d'automatiser ces déploiements uniquement autour de hosts pour démarrer des containers manuellement. Si vous souhaitez aller plus loin, donc industrialiser tout ça et mettre en place cette couche d'orchestration, de management avancé, etc., à ce moment-là, ça sera Kubernetes et on vous amène en fait le même principe d'automatisation et d'orchestration à travers Calm, que je vais vous présenter dans la démo, pour effectivement déployer en one click, en fait, hein, vous lancez le déploiement et de façon entièrement automatisée, ça va déployer un cluster Kubernetes de A à Z. Et à la fin, vous avez ce cluster de disponible pour commencer à déployer vos applications, vos containers au sein de ce cluster déployé et managé du coup par la couche de Calm. Hein. Vous pouvez le démarrer, vous pourrez l'arrêter, vous pourrez le mettre à jour, vous pourrez étendre donc la partie scalabilité, puisque les fameux Docker hosts, qui s'appellent en fait dans le vocabulaire Kubernetes, qui s'appellent des minions, vous allez pouvoir les étendre. Vous commencez par exemple avec 3, vous pouvez passer à 4, 5, 6, et ça donc à travers des actions automatisées. Donc on vous simplifie vraiment ce déploiement et cette gestion du cycle de vie de ce cluster Kubernetes au sein de la plateforme Nutanix. Ça, c'est ce qui est disponible depuis la semaine dernière. Et avant de passer à la démo, on aura, donc en bas, on le voit, ACS 2.0, qui est en fait Acropolis Container Services, qui arrivera premier quarter de l'année prochaine, donc d'ici le mois de mars. Donc ça sera une version complètement embarquée au sein de Prism de la couche Kubernetes. Donc la première étape, celle qui est disponible depuis la semaine dernière, c'est le moteur d'orchestration de Calm qui permet de déployer Kubernetes. Et vous aurez accès d'ici le premier quarter 2018 à ce qu'on appelle ACS 2.0 et qui sera cette couche Kubernetes, mais cette fois pas à déployer de façon automatisée, mais qui sera directement intégrée au sein de Prism, au sein du portail de management de Nutanix. Voilà. Et vous pourrez bien sûr passer de l'un à l'autre en fonction des besoins. Commencer avec effectivement l'automatisation des déploiements et puis basculer vers l'offre totalement intégrée dans Prism courant du début de l'année prochaine.
Voilà pour cette courte introduction. Euh, Avant de passer à la démo, est-ce que vous avez des questions? Alors moi, je veux bien en poser une. Oui, Donc, je suis Julien Verger du groupe Acrotem. Si j'ai bien compris, le driver de stockage fourni par Nutanix ne oui. marchera que sur des Docker hosts Nutanix. On est d'accord? Alors, exactement. En fait, alors c'est une bonne question. Non, pas complètement. En fait, je vais vous le montrer de suite dans la démonstration. Hop. Tac. Je ne vais pas vous faire perdre trop de temps. Non, non, mais du coup, ça fait partie de la démonstration. Hop, du coup, comme ça dure un peu de temps, j'ai été juste déconnecté. Ça, c'est bon. Donc, comment ça va se présenter? Voilà. Donc là, on est sur un cluster. Ça peut être n'importe quel hyperviseur. Bon, là, c'est Acropolis Hyperviseur, mais ça pourrait être du vSphere, ça peut être de l'Hyper-V. La première chose que l'on va avoir besoin de configurer, ça va être la partie external data services, hein, l'adresse IP qui va permettre de présenter du stockage à l'extérieur de la solution Nutanix. D'accord. D'accord? Donc ça repose sur de l'ISCSI, hein, c'est l'ISCSI qui sera utilisé, donc le protocole Ethernet, pas de changement particulier. Et une fois que cette adresse IP sera configurée, au niveau de vos Docker hosts, donc ça peut être un Docker host, une machine virtuelle déployée sur l'environnement Nutanix, ou bien Ok. effectivement une machine qui est déployée à l'extérieur de l'environnement Nutanix. C'est juste que sur ce D'accord. Docker host, vous allez avoir une procédure d'installation qui est décrite ici. Donc là, je suis sur le store de Docker. Si je vais regarder dans les plugins, ici, on a les plugins certifiés, ici. Et si je vais regarder dans la page suivante, voilà, on a le Docker Volume Plugin. D'accord. Donc là, on peut le télécharger, hein, et Donc là, je on le va mets avoir dans. les instructions d'installation. Ok. Donc ça permet en fait de configurer ce Docker host pour qu'il puisse aller se connecter sur le Mhm. stockage présenté par la couche Nutanix. D'accord. Donc du coup, ça peut être soit une machine hébergée au sein de votre infrastructure Nutanix, soit un Docker host qui tourne à l'extérieur sur un autre silo dans l'infrastructure. Le tout étant que cette machine virtuelle, parce que c'est c'est l'initiateur software iSCSI de la machine virtuelle, qui Ouais. doit pouvoir se connecter sur l'adresse IP D'accord. de Data Services de l'infrastructure Nutanix. En termes de version, là, je vois 1.13, c'est la version minimum, supérieure ou Alors égale. voilà, effectivement, donc là c'est supérieur ou égal à la version 1.13. Donc là elle commence à dater, la 1.13. Mhm. Donc ce qui serait inférieur effectivement à la 1.13 pour Docker Pas supporté. ne sera pas supporté. D'accord. C'est bien. Et j'avais la même question pour Kubernetes. Donc, enfin, je pense que là, ça, vous êtes peut-être Alors traité Kubernetes, différemment. oui, exactement, ça Ouais. sera différent. Ouais. Donc la couche de stockage, c'est un plugin. Alors ça s'appuie sur la même présentation iSCSI. Mhm. Le driver en lui-même, hein, la couche, le plugin d'accès est différent, puisque là c'est Mhm. effectivement un plugin qui est pour Kubernetes. Et il sera disponible, donc alors c'est officiellement avec la 1.8, mais il était déjà présent avec la 1.7. Donc en fait, nous aujourd'hui, on le déploie sur la 1.7 et la 1.8, mais Mhm. officiellement, il est dans la version 1.8 de Kubernetes. Il est directement intégré. D'accord. Ok. Très bien. Le... Alors, j'ai deux questions. La première, c'est quel hyperviseur supporté dans la 5.5? Donc là, dans la 5.5, hein, c'est la nouvelle version majeure de Nutanix qui est sortie la semaine dernière. Les hyperviseurs supportés, c'est comme pour les versions précédentes. On supporte donc vSphere, on supporte Acropolis Hypervisor, on supporte Xen Server et on supporte Hyper-V maintenant en 2016. Hein. Ça, c'est important avec l'arrivée de la 5.5, c'est que maintenant on supporte Hyper-V 2016. Docker Host Windows possible. Alors ça, c'est une bonne question. Vous allez pouvoir faire tourner des Docker Host Windows, donc à base de Windows Server 2016, sur votre infrastructure. Ça, il n'y a pas de souci.
Par contre, la gestion du stockage persistant est différente, ça fonctionne différemment. Et là, pour l'instant, en fait, ce qu'on supporte, c'est du stockage persistant qui est mis à disposition au niveau de Windows Server 2016 et qui ensuite est présenté à travers Windows 2016 au container. Donc là, c'est un peu différent, hein. C'est-à-dire que là, on passe par, en fait, c'est le fonctionnement propre à la couche Microsoft de comment le stockage peut être présenté. Donc, au lieu que l'accès se fasse directement du container au stockage, il passera par le Windows Server 2016 pour accéder au stockage, mais sinon, ça marche de la même façon. Vous pourrez effectivement présenter du stockage persistant à des containers Windows. Une question par rapport au choix de Kubernetes, par rapport à nous, qui avait l'air plus simple, c'était Swarm, vous avez des conséquences. Alors, j'ai pas entendu la fin. Oui. Le choix de Kubernetes par rapport à une solution qui semblait plus simple, qui était Swarm. Swarm. Tout à fait. Alors, ça, c'est une question qui peut vite prendre du temps. Pour faire simple, en fait, il y a deux choses. Il y a comment on va faire son choix par rapport à, par exemple, effectivement, Swarm ou Kubernetes. Le premier driver, on va dire, première chose qui va impliquer le choix, c'est effectivement le support, ou en tout cas l'adoption de l'écosystème. Aujourd'hui, de façon massive, effectivement, beaucoup d'éditeurs, beaucoup de partenaires vont commencer à travailler, qualifier tout un tas de choses sur Kubernetes. Donc ça a démarré depuis un certain temps. Donc là, aujourd'hui, on est plus dans la phase, c'est accepté par tous. Et c'est pour ça qu'à la dernière DockerCon, donc la dernière Docker Convention européenne qui s'est passée à Copenhague, Docker a annoncé officiellement le support natif de Kubernetes comme orchestrateur au sein de leur plateforme. Donc là, leur idée à eux, c'était de dire on va amener en plus de Swarm, en parallèle de Swarm, la possibilité au déploiement, l'utilisateur pourra choisir, soit il va faire du Swarm natif, soit du Kubernetes. Donc ça montre en fait que finalement, Kubernetes est, pour l'instant en tout cas, devenu la référence et que du coup, Docker, qui faisait partie des principaux, alors pas concurrents, mais en tout cas des principaux éditeurs à avoir essayé d'apporter une couche d'orchestration différente, native au sein de Docker, hein, en fait, puisque l'idée c'était surtout ça, d'avoir quelque chose de natif, a du coup plié un peu, on va dire, le genou en disant ok, nous on continue à vous fournir quelque chose de simple, mais à côté on supporte nativement les clients qui souhaiteraient partir sur du Kubernetes. Donc le premier driver, c'est l'adoption de la communauté, on va dire des partenaires, des éditeurs, de tout ce que vous allez avoir à voir arriver demain chez vous, en vous disant un peu comme ça a été le cas avec vSphere. vSphere est arrivé, s'est imposé, et donc un éditeur tiers dit moi je supporte la virtualisation de mon application, mais par contre uniquement sur un hyperviseur vSphere. Voilà, donc on peut avoir la même logique demain avec effectivement un éditeur qui va dire moi je supporte la containerisation, mais uniquement au sein de Kubernetes. Bon, ça le peut. Le deuxième driver, ça sera effectivement la simplicité d'utilisation et de déploiement. Si on le fait entièrement manuel, évidemment, Swarm est beaucoup plus simple que Kubernetes. C'est pour ça que, par exemple, Nutanix essaie d'amener quelque chose qui va vous simplifier le déploiement. Et typiquement, aujourd'hui, ça va représenter ça. On va vous fournir la couche Calm qui fait directement partie en fait de Prism Central. Donc c'est une fonctionnalité. Vous installez la 5.5, vous allez avoir un nouvel onglet qui s'appelle Apps, dans lequel vous allez avoir accès à Calm, qui est la solution d'automatisation et d'orchestration avec un portail self-service de consommation, une gestion des utilisateurs et des groupes pour créer des projets, etc. Et l'approche, on va dire, multi-cloud de pouvoir déployer vos applications où vous le souhaitez, et à travers une marketplace ici qui est mise à disposition, dans laquelle typiquement on retrouve Kubernetes. Cette fonctionnalité Calm qu'on apporte, dans sa prise en main, va vous fournir en fait 25 machines virtuelles à pouvoir démarrer en mode automatisé orchestré par Calm gratuitement. Donc ça fait partie de la licence Prism. Il n'y a pas besoin de Prism Pro. Dans votre licence Nutanix, vous avez accès
à calme et vous avez accès à la possibilité de démarrer donc ces 25 machines allumées. Et ça, c'est fait partie de la licence. Donc là, par exemple, vous avez l'accès à Kubernetes. Alors ça peut être le catalogue que vous présentez à vos utilisateurs, mais ça peut être surtout ce que vous utilisez vous en interne au sein de la DSI, par exemple, pour automatiser des déploiements. Donc Kubernetes, ça va ressembler à quoi? Ça va être automatisé à travers une blueprint. Donc derrière l'item que je vous ai montré, en fait, il y a une blueprint qui est toute la partie modélisation de l'automatisation du déploiement d'une application ou d'un service. Donc là, je vais vous montrer la partie Kubernetes. Et donc, on va vous amener sur un canevas. Donc là, c'est la possibilité de configurer en fait le service. Vous n'avez rien à faire, puisqu'en fait, tout est déjà prêt à l'emploi. Il y a juste à finalement lancer le déploiement, configurer les derniers paramètres, les adresses IP, les logins mots de passe, par exemple. Mais toute la séquence d'installation, donc typiquement l'action de création du cluster, sera déjà entièrement automatisée. Donc, par exemple, pour ceux qui connaissent un petit peu Kubernetes et qui ont essayé de l'installer, on va retrouver ici, pour l'approche master et mignon, donc le master, la création du master. Donc ici, on a notre master qui est ici. On va avoir ici dans la partie package, donc le script d'installation, ici l'install. Et ici, on va retrouver en fait, finalement, le guide officiel de bonne pratique de déploiement de Kubernetes entièrement automatisé. Donc là, on a tout le déploiement d'un cluster complet Kubernetes qui a été entièrement automatisé dans la solution. Donc la solution ne demande pas de JavaScript, etc. On s'appuie sur du script traditionnel Bash pour Linux et PowerShell pour Windows. Là, c'est la création d'un cluster Kubernetes, donc c'est sur base Linux. Et donc, toute la séquence d'installation, de création est entièrement automatisée. Hein, on le voit ici. C'est basé sur les bonnes pratiques fournies par Google. Par exemple, on voit ici, dans l'approche automatisation, que pour les adresses IP, les contrôleurs IP, les mignons IP, la base de TCD pour la base de données, enfin pour ceux qui ont un peu regardé. Donc on voit tout ça, c'est récupéré par des variables. Hein, donc on va avoir une gestion dynamique de personnalisation des déploiements en fonction de ce que vous voudrez. Et c'est très simple, puisqu'en fait, c'est au moment du lancement de la création du service qu'on va vous demander quel IP vous voulez, quel login, mot de passe, etc. Et on va jusqu'à la personnalisation, donc au moment du démarrage ici. Donc là, c'est la couche master. Le démarrage, la séquence de démarrage entièrement automatisée, elle est disponible ici. Donc on voit le start qui correspond au démarrage du service Kubernetes. On a FlannelD pour la couche d'overlay réseau. On a KubeDNS pour la gestion des enregistrements du service Discovery. On a le Volume Plugin qui est le plugin dont je vous parlais. Donc là, c'est l'automatisation de la configuration de la couche de stockage pour se connecter au stockage Nutanix à partir de votre cluster Kubernetes. Le dashboard est déployé, Helm pour automatiser les déploiements des applications, et Calico qui va être là pour toute l'approche mise en place de règles de sécurité, de network policy dans le vocabulaire de Kubernetes. Donc toutes ces différentes couches sont entièrement automatisées. Vous n'avez pas du tout à vous occuper de toute la partie, on va dire, création, déploiement, gestion du cycle de vie, puisque là, je vous ai montré la création, mais on va avoir aussi le start, stop du service, ou encore la suppression s'il faut le supprimer entièrement. Tout ça est automatisé, et donc vous avez juste à faire un one-click sur le déploiement. Donc typiquement, si on regarde dans la marketplace, il y avait Kubernetes ici. Donc là, c'est juste la description. Je fais launch ici, je choisis le projet, donc l'infrastructure dans laquelle je vais déployer. Et en faisant le launch, il va me poser des questions. Si tout va bien. Voilà, donc là, j'arrive sur l'interface en fait, où il va me demander de compléter finalement la séquence de déploiement. Donc, saisir les adresses IP, changer en fonction des besoins. Et là, il y a une petite erreur. Ouais, il y a une petite erreur. Mais du coup, ça sera donner un nom en fait au déploiement, configurer la cible qui va être là une infrastructure Nutanix, choisir l'adresse IP, etc. Et effectivement, déployer entièrement le cluster Kubernetes.
Donc ça, c'est effectivement Calm. Hein. Ça repose sur notre moteur d'orchestration Calm. Ça permet de déployer Kubernetes. C'est la version disponible aujourd'hui. Et effectivement, comme je le disais, l'année prochaine, on aura ce cluster Kubernetes en fait directement intégré au sein de Prism. Hein. Ce sera directement là. Il y aura juste après à déployer vos applications directement. Ça va? Bon, pour les montées de version, je sais pas si vous avez assez de recul là-dessus. Ah oui, c'est une bonne question. Donc pour l'approche effectivement montée de version, donc passage par exemple de Kubernetes 1.7 à 1.8, on amènera, alors il y aura deux choses. Quand ça sera directement intégré dans Prism, ça sera entièrement transparent. Ça sera la même expérience que vous avez aujourd'hui avec le One-Click Upgrade. Il y aura un module en fait Kubernetes dans le One-Click Upgrade, au même endroit que la montée de version de l'hyperviseur, que d'Acropolis Operating System. On vous dira, aujourd'hui votre cluster Kubernetes est en version 1.7, vous avez la 1.8 de disponible, et vous choisirez de faire la mise à jour. Pour l'approche, donc ça sera le début d'année prochaine. Pour aujourd'hui avec Calm, ça sera différent. On amènera une fonctionnalité qui s'appellera le Rolling Upgrade et qui amènera la même approche, mais cette fois en mode custom action. Donc là, si je vais regarder dans une blueprint, la blueprint que je vous ai montré tout à l'heure, on a en fait les actions ici sur le côté, donc création, start, stop, etc. On aura une action supplémentaire en fait qui sera matérialisée en fait pour la mise à jour. Et là, on aura toute une séquence de mise à jour dans le même fonctionnement que les autres actions système pour lancer ce type-là de mise à jour complexe. Parce que là, mettre à jour effectivement un cluster Kubernetes, c'est quelque chose de pas simple pour le faire proprement. Hein, mettre les hosts en maintenance, monter de version, déplacer, relancer les containers, etc. Ça sera géré avec cette approche Rolling Upgrade. Alors, juste pour la petite histoire, moi je suis absolument pas. Enfin, je ne connais pas du tout Prism. Je connais de nom tout ça. Je suis plus D'accord. orienté DevOps, Technodocker, Kubernetes. Ok. Voilà. Alors, en fait, juste Prism, en fait, hein, Prism, c'est l'interface de management de la plateforme Nutanix. D'accord. C'est l'interface unifiée dans laquelle vous allez, en fait, ici, retrouver les machines virtuelles, le stockage, le réseau, le hardware, toutes les fonctionnalités disponibles dans la plateforme. Et on aura une entrée container, Kubernetes, on verra après le nommage, mais c'est de retrouver en fait la même expérience utilisateur pour les containers comme on l'a aujourd'hui pour les machines virtuelles. D'accord. Voilà pour la démo et pour les questions-réponses. On a dépassé de 10 minutes. Je vous remercie du coup pour votre présence et je vous dis à bientôt pour un prochain Flash Meeting et je vous souhaite un bon appétit. Comment on peut obtenir les futurs Flash Meetings? Je me suis inscrit là sur le LinkedIn, c'est bon? Oui, ils seront communiqués puisque là on a fait cette première série de 4. Les prochains Flash Meetings vont vous être communiqués sur le groupe LinkedIn ou bien par email. D'accord, je viens de faire la demande pour rejoindre le groupe. Parfait, je vais la valider dans les minutes qui suivent. D'accord, merci bien en tout cas. Bonne journée. Appétit, au revoir. Au revoir.